Je m'appelle Mehdi Matar, je suis interne anesthésie-réanimation en 5e semestre de Antoine Béclair et je vais vous présenter un stage junior intitulé Grossesse parasitée qui a été encadré par le docteur Valbrun ici présent. Pour introduire le sujet, je voulais vous poser une question et pour mieux définir le titre, est-ce que vous trouveriez le point commun entre ces 4 images? Est-ce que ceux qui savent déjà Non, mais on voit sur le parasite. Oui, et donc après, il y a tout n'est pas, en tous les cas pour moi, je peux pas mettre un parasite sur, disons qu'il y a une image où je suis gêné pour mettre le parasite. D'accord, c'est le paludisme. Je pense que l'image la plus évocatrice, c'est en bas à gauche un moustique qui représente un anophèle femelle. En bas à gauche, c'est un marécage qui a donné le nom en fait, au paludisme, parce que palus en latin veut dire marais, et c'était une zone où anciennement à laquelle était assimilée la maladie du paludisme. En haut à droite, c'est Toutankhamon qui est un des pharaons en fait, qui montre à quel point la maladie est ancienne, parce qu'en 2010, il y a eu des examens scientifiques qui ont été réalisés sur sa momie qui a prouvé qu'il était atteint du paludisme au moment de sa mort. Et en bas à droite, c'est l'Artésinia unia, qui est une plante médicinale utilisée en Chine depuis plus de 2000 ans et qui servait à soulager les fièvres et qui est actuellement la base de la molécule qui permet de soigner le paludisme. Donc le paludisme, autrement dit malaria, terme utilisé en italien ou chez nos amis anglophones, qui veut dire mauvais air, est une infection parasitaire par un hématozoaire du genre Plasmodium, qui est transmis donc par un moustique femelle, l'anophèle, dont la piqûre est indolore et c'est un moustique inaudible. Le paludisme se définit, le Plasmodium se divise en 5 espèces, avec le Plasmodium falciparum qui est le plus connu, le plus vu dans 90% des cas, et le plus mortel. Ensuite, on a le Vivax, le Ovalé, le Malaria, le Knowlesi. Et ce qui est important de savoir, c'est que le paludisme est une maladie évitable, mortelle et également curable. Dans le rapport de l'OMS en 2023, concernant l'année 2021, le paludisme est la première maladie parasitaire au monde. On la retrouve dans 85 pays de manière endémique, ce qui entraîne une exposition de la moitié de la population mondiale au risque de cette maladie. Au total, ça fait 247 millions de cas dans le monde, 619 000 décès imputables, dont la très très grande majorité est en Afrique, 95% des cas et 96% des décès, majoritairement chez les enfants de moins de 5 ans. Pour ce qui nous concerne, nous en Europe, on appelle le paludisme d'importation, qu'on trouve dans 5500 cas annuellement en France, donc 15% des cas graves, qui est voué à augmenter de plus en plus au fil des années du fait de la facilité de voyager et l'augmentation des migrations. Un mot sur le cycle parasitaire, sans employer trop de mots barbares. Le moustique, l'anophèle en fait, qui est infecté, inocule le parasite à l'homme sous forme de sporozoïtes qui vont initialement migrer dans le foie, se transformer en neurozoïtes et ensuite faire éclater les hépatocytes qui vont les libérer dans le sang. Et là va démarrer ce qu'on appelle le cycle érythrocytaire, la schizogonie érythrocytaire, dans lequel les mérozoïtes vont pénétrer dans les érythrocytes, se transformer en trophocytes et en schizontes et faire éclater les érythrocytes pour aller en infecter d'autres et in fine être attrapé par un autre moustique qui va entraîner la transmission à d'autres êtres humains. Sur le plan clinique, ce qu'on appelle l'accès palustre a comme conséquence une fièvre tierce, c'est-à-dire une fièvre cyclique de J1, J5, J3, J5, J7, associée à des frissons et à des sueurs, et en quelque sorte un syndrome pseudo-grippal mêlant des céphalées, des myalgies, une asthénie, des troubles digestifs et un ictère avec une hépatosplénomégalie, majoritairement liée au niveau biologique à une anémie hémolytique extracorpusculaire qui s'associe à une thrombopénie, une hémostase perturbée, une cytolyse hépatique liée au cycle au niveau des hépatocytes et une hypoglycémie qui est multifactorielle, notamment liée à l'hyperconsommation de glucides par le parasite et un déficit de néoglucogénèse. L'accès palustre peut se compliquer en paludisme grave, qu'on appelait anciennement l'accès pernicieux, dans la population à risque est les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, et on va en parler après, les voyageurs et les migrants de retour au pays qui perdent leur immunité spontanée, et les immunodéprimés. La physiopathologie du paludisme grave est assez particulière. En fait, le parasite, une fois qu'il infecte les érythrocytes, va entraîner
une perte de la déformabilité des érythrocytes associée à l'expression de molécules d'adhérence à la fois à l'endothélium et aux autres érythrocytes, parasités ou non, ce qui va entraîner ce qu'on appelle des rosettes, vous voyez ici sur l'image au microscope électronique. Et ces rosettes en fait, vont s'agglutiner, se séquestrer et entraîner une obstruction capillaire en aboutissant à une ischémie tissulaire. Ischémie tissulaire qui est aggravée par le relargage de cytokines, sur les TNF-alpha, l'interféron et les interleukines, qui vont entraîner une surproduction de NO, une réaction inflammatoire inadaptée, entraîner la défaillance d'organes, définissant le paludisme grave. Le paludisme grave, cliniquement et biologiquement, il est défini de manière composite. Il suffit d'un seul critère parmi tous ceux que je vais vous présenter. D'abord, soit une défaillance neurologique allant de la confusion au coma, soit une défaillance circulatoire qui ressemble à peu près à la définition de l'état de choc, une défaillance respiratoire avec une définition qui diffère en fonction de si le patient est en ventilation spontanée ou en ventilation mécanique, associé à ça des signes radiologiques. Défaillance respiratoire qui peut aller jusqu'au SDRA. Sur le plan rénal, on a une physiopathologie de type nécrose tubulaire aiguë qui entraîne une insuffisance rénale aiguë avec un cutoff de créatinémie. Autre définition du paludisme grave, une hémorragie clinique ou une anémie profonde, une hyperparasitémie supérieure à 4% et des facteurs biologiques type acidose, chute des bicarbonates, ictère clinique ou biologique et l'hypoglycémie sévère. Le diagnostic, en général on a un petit peu tous en tête, c'est le frottis goutte épaisse. Goutte épaisse qui permet on voit tout à droite, qui permet de faire le diagnostic, et le frottis sanguin qui permet de définir le type de parasite, falciparum ou non, et la densité parasitaire et la parasitémie. On a également recours là, depuis plusieurs années de plus en plus au test de diagnostic rapide qui permet de faire le diagnostic avec une sensibilité jusqu'à 100% en fonction de la parasitémie. En ce qui concerne la grossesse, il y a à peu près 125 millions de femmes enceintes qui sont à risque de paludisme chaque année, très majoritairement en Afrique, ce qui peut entraîner jusqu'à 20% de mortalité maternelle dans les zones endémiques. Le facteur de risque de paludisme, d'accès palustre chez la femme enceinte, il est avant tout lié à un défaut d'immunisation, c'est-à-dire soit avant tout chez les femmes jeunes, les femmes de plus en plus jeunes, les patientes primigestes, on découvre qu'il y a une immunisation qui se crée en fonction, plus il y a de grossesse, plus les patientes développent une immunisation au paludisme. Le deuxième trimestre et les zones de transmission instables, c'est-à-dire les zones hors Afrique où le paludisme est plutôt saisonnier ou épidémique. La physiopathologie du paludisme dans la grossesse, il est à peu près similaire pareil au paludisme grave. En fait, les érythrocytes infectés vont développer un ligand au niveau de leur membrane, le VAR2-CSA, qui va se lier au récepteur CSA des trophoblastes, qu'on appelle la chondroïtine sulfate A. Et en fait, ça va entraîner la même chose qu'au niveau de la physiopathologie du paludisme grave, avec une rétention des érythrocytes avec le phénomène des rosettes, un recrutement monocytaire, une inflammation, et donc ensuite une séquestration qui va altérer la fonction placentaire et perturber les échanges materno-fétals. À cela se rajoute l'anémie maternelle, et tout ça entraîne une diminution donc, des apports nutritifs et une hypoxie fétale, pareil, aggravée à l'inflammation systémique. Je vous ai mis ici deux images au microscope électronique d'une coupe de placenta, où à gauche on voit un placenta normal avec des villosités qu'on devine, et à droite un placenta d'une patiente paludique. On voit que la disparition de ces villosités qui suggère une perturbation des échanges maternaux-fétales. Les conséquences, pareil, on les devine à la fois chez la femme. Ce qui est entre parenthèses, c'est le pourcentage de complications imputables à la malaria dans les zones d'endémie en Afrique. Donc l'anémie maternelle sévère, le paludisme sévère et la mortalité. Et chez l'enfant, ça peut être toutes les complications, ou du moins pendant la grossesse, du premier trimestre à l'accouchement, allant de la fausse couche à la mort fétale intra-utérine, la prématurité, et un des fers de lance de l'OMS qui est le retard de croissance intra-utérin et le petit poids à la naissance, qui peut être même aller jusqu'à 70% selon les séries. Évidemment, le paludisme peut se transmettre à l'enfant à l'accouchement et entraîner une infection congénitale qui peut entraîner une mortalité néonatale jusqu'à 11% d'imputabilité. Les traitements, ils ressemblent à peu près aux traitements chez les patients qui sont les patients hors obstétrique, avec une définition
On fait une indication en fonction du trimestre. Le classique, c'est au deuxième, troisième trimestre, c'est le traitement par dérivé de l'artémisine avec différentes associations qui associent deux molécules, une qui a une action rapide et une qui a une action plus lente sur les parasites qui sont quiescents, qui sont voués à réapparaître. Et donc c'est 3 jours de dérivé de l'artémisine. Par contre, au premier trimestre, c'est contre-indiqué jusqu'à maintenant parce qu'on a découvert une embryotoxicité, une tératogénicité qui est décrite dans les études animales, donc c'est contre-indiqué au premier trimestre. Et on utilise le traitement le plus connu et anciennement connu du paludisme, qui est la quinine, associée à la clindamycine. Pour ce qui est des patients graves, c'est comme chez les patientes hors obstétrique, on utilise l'artésunate en IV pendant 24 heures, relayé par un ACT. Peu importe le trimestre, la balance bénéfice-risque est favorable. Et ce, depuis à peu près une dizaine d'années, l'artésunate a remplacé la quinine, avec une efficacité nettement favorable. Et parmi toutes ces études, il y a l'étude Cyclomat, c'est la seule qui regroupe des femmes enceintes dans son recrutement, à peu près 15 à 17% de patientes dans les deux groupes sur 700 patients. En ce qui concerne l'anesthésie loco-régionale obstétricale, quand on lit la littérature qui n'est pas très dense sur ce plan-là précisément, il y a 3 problématiques qui reviennent souvent, soit les troubles de la coagulation, soit le sepsis associé, soit le risque de conversion, le doute, la suspicion de conversion de l'ALR central transformé en accès palustre en neuropaludisme par inoculation. Pour ce qui est des troubles de la coagulation, comme je disais, on retrouve une thrombopénie jusqu'à 80% des cas qui est non corrélée à la gravité. Thrombopénie qui est multifactorielle, qui peut être liée à la séquestration splénique, à de l'hyperconsommation et à de la destruction par mécanisme immunologique, voire même mécanique. Associé à ça, une dysfonction plaquettaire liée à l'association aux érythrocytes. En plus de ça, dans les troubles de la coagulation, on retrouve une coagulopathie liée à une hyperexpression du facteur tissulaire par l'endothéliomyésé, un déficit en protéine C qui entraîne l'activation de la voie exogène de la coagulation. Par contre, quand on différencie les deux paludismes entre le non sévère et le sévère, il y a de très rares saignements dans l'accès palustre simple, alors qu'on peut aller jusqu'à 30% de césuité dans le paludisme sévère. Sur quoi on doit être attentif pour ce qui est des troubles de la coagulation et l'anesthésie loco-régionale centrale en obstétrique, c'est avant tout surveiller quotidiennement au niveau biologique les troubles de la coagulation, surtout après traitement, et respecter les contre-indications de la rachianesthésie et de la péridurale selon les cutoffs recommandés. Un cas particulier qu'on a eu à Béclair, qui a inspiré ce stage junior en septembre 2023, c'est une dame de 36 ans, franco-camerounaise, qui est de retour de Cameroun, enceinte à 31 semaines plus 4 d'aménorrhée, et qui consulte pour un tableau de fièvre avec une asthénie, des vomissements, diarrhée, des constantes stables, et sur plan biologique, on a une thrombopénie assez importante à 46 000 sans trouble de l'hémostase associé. Le diagnostic de paludisme non sévère a été fait, et elle a été traitée à J0 par le dérivé de l'artémisine, et elle a été suivie à J2, les symptômes sont amendés, la parasitémie s'est négativée, et sur plan biologique, en 48 heures, elle a récupéré de sa thrombopénie. Elle est sortie le lendemain. Nous, quand on l'a vu en consultation d'anesthésie en urgence, on a évidemment contre-indiqué l'ALR temporairement, proposé évidemment un suivi de la thrombopénie, et en cas d'accouchement prématuré, on était contraints d'utiliser la PCA morphine justement, ou une anesthésie générale en cas de césarienne. Pour ce qui est du sepsis, chez les adultes, il est décrit dans la littérature jusqu'à 7,5% de co-infection bactérienne communautaire, donc paludisme grave, chez les patients en réanimation, et jusqu'à 13% de bactériémie dans une des études que j'ai trouvées en Asie, qui associait un accès palustre simple avec une couverte sur les hémocultures. Une des études qui est parue en 2018 dans le Malaria Journal, qui essayait du coup d'essayer de faire la part des choses entre les éléments qui peuvent faire évoquer un sepsis surajouté chez un patient atteint de paludisme. Et au final, ils avaient essayé de faire un score en fonction duquel ils pouvaient affirmer qu'il y avait un sepsis surajouté. Et finalement, on s'en sort un peu difficilement parce que les critères, que détresse respiratoire et état de choc, peuvent aussi se retrouver dans le paludisme sévère. Donc c'est difficile un peu de différencier les deux jusqu'à maintenant et toucher un peu à l'appréciation du clinicien. Les recommandations en cas de sepsis, que je rappelle ici, c'est que l'anesthésie périmédulaire
est permise en cas de sepsis si une antibiothérapie est démarrée avec une évolution clinique favorable et une stabilité hémodynamique. Pour ce qui est du doute sur la conversion en neuropaludisme, la question qu'on retrouve dans les case reports, c'est est-ce qu'il est possible de transférer le parasite dans le LCR quand on fait une rachianesthésie et donc de transformer un excès palustre simple chez une patiente qui n'a pas de neuropaludisme et de le transformer cette fois-ci en neuropaludisme. Il n'y a pas de certitude, mais l'idée avancée sur le plan théorique, c'est que le parasite, le plasmodium, est un parasite intracellulaire obligatoire, donc il a besoin des érythrocytes pour survivre et perpétuer son cycle, et donc il est incapable de se répliquer dans le LCR qui est acellulaire, ou bien dans certains cas, j'ai trouvé dans une étude comparative entre la méningite et le neuropaludisme, on peut trouver une hyperprotéinorachie et quelques leucocytes, jusqu'à entre 10 et 50 cellules par millimètre cube dans le LCR d'un patient atteint de neuropaludisme. Donc, il rappelle que le neuropaludisme, en fait, c'est une physiopathologie avant tout vasculaire qui entraîne un œdème cérébral sur l'ischémie, une hypertension intracrânienne, et que la définition du neuropaludisme n'est pas du tout liée au LCR, mais c'est une parasitémie associée à une clinique neurologique. Donc, pas du tout un processus méningé, et donc, en conclusion, l'HTIC, c'est plutôt ce qui nous embête dans le neuropaludisme, plus que le risque de conversion en neuropaludisme. Et donc, devant l'absence de littérature et ce que certains auteurs décrivent, le fait que dans les zones endémiques, notamment chez les femmes enceintes, le fait d'avoir un paludisme infection, mais pas un paludisme maladie, c'est-à-dire de retrouver du parasite chez les patients asymptomatiques, il est très probable que de nombreuses femmes bénéficient d'une analgésie, une anesthésie périmédulaire obstétricale sans rapport de complications particulières ou de conversion en neuropaludisme. Ce qu'on peut proposer en préopératoire, en anesthésie obstétricale, mais qui s'applique aussi en dehors probablement, c'est d'avoir un examen minutieux cliniquement des patientes atteintes de paludisme. Et donc, en cas de symptômes neurologiques associés, se poser la question d'une augmentation d'une pression intracrânienne qui à ce moment-là contre-indiquerait la LR périmédulaire ou d'un sepsis associé, et de proposer une antibiothérapie probabiliste pour permettre de rendre licite le geste d'anesthésie. Sur le plan biologique, rien de bien particulier, évidemment suivre les troubles de la coagulation, la glycémie, un ionogramme et une créatinine pour être sûr du retentissement rénal, et un gaz du sang au moins veineux pour avoir un pH, des lactates, voire respiratoire en cas de patiente atteinte avec une atteinte respiratoire liée au paludisme. Pour ce qui est des examens complémentaires, le ECG systématique, avant tout, parce qu'il y a des effets iatrogènes de la quinine ou de l'artémisine qui entraînent un allongement du QT et qui est dépisté sur le ECG. Il y a certains papiers qui demandent de peut-être faire une radiographie thoracique pour dépister, mais pas très convaincant. Donc concrètement, en l'absence de troubles de l'hémostase, de sepsis secondaire et de suspicion d'atteinte neurologique, en général, l'anesthésie périmédulaire est sûrement possible. Quelques points sur l'anesthésie générale. Les protocoles qui sont proposés à la fois donc chez la femme enceinte en obstétrique ou ailleurs, c'est au niveau de l'induction, avant tout privilégier d'éviter une augmentation de la pression intracrânienne et donc plutôt utiliser du propofol turpental et contre-indiquer la kétamine qui augmente la tension intracrânienne. Éviter le pic hypertensif, ce qui est un petit peu décrit un peu comme chez les patientes prééclamptiques, et donc pourquoi pas proposer du rémifentanil au moment de l'intubation, et garder une flexion de tête à peu près de 15 degrés. Sur l'entretien, évidemment surveiller la glycémie et la supplémenter, éviter l'hypercapnie et ce retentissement neurologique, éviter le remplissage inutile chez les patientes qui peuvent présenter un œdème à la fois cérébral ou pulmonaire. Et pour ce qui est de la transfusion, il n'y a pas de recommandation spécifique. Il est recommandé de transfuser à partir de 7 d'hémoglobine. J'ai vu un papier qui décrivait en zone d'endémie, ça ne me concerne pas tellement, un cut-off à 5 grammes par décilitre. Sur le plan de l'extubation, une info à avoir. Chez les patientes traitées par la quinine, il faut savoir que la quinine est un stimulateur de l'effet de la curarisation et un stimulateur des curares, et donc du blocage de la jonction neuromusculaire. Donc être attentif à la décurarisation et pourquoi pas prévoir une ventilation post-opératoire prolongée. Je vais vous parler d'un cas rapporté qui est noté dans la littérature. Une dame de 26 ans primipare, sans antécédent, qui revient de voyage en Inde, qui présente une fièvre avec des symptômes digestifs évoquant initialement un diagnostic de gastro-entérite, pour laquelle il est hospitalisé pour réhydratation du fait des constantes instables.
Niveau biologique, on retrouve une anémie, thrombopénie un petit peu limite, proche de 75 giga par litre. Elle est mise sous augmentin initialement dans l'optique d'une infection bactérienne, et finalement, devant la persistance du tableau, on fait un diagnostic de paludisme et elle est mise sous quinine qui est recommandée chez les patients qui ont des signes digestifs, qui ne peuvent pas prendre des traitements féroces et qui n'ont pas nécessité d'être mis sous orthésine. Finalement, elle passe en césarienne code rouge suite à des troubles du rythme cardiaque fœtal. Elle est endormie par thiopental et cellopurine. Et finalement, la parasitémie est négative à J3. Et les auteurs donc, justifient leur AG à la fois pour le code rouge, mais aussi parce que, avec le doute sur le sepsis digestif associé, instabilité hémodynamique et la thrombopénie qui était limite initialement à 86 giga par litre, il justifiait de ne pas utiliser l'ALR chez cette patiente atteinte de paludisme. En conclusion, le paludisme est une maladie grave mais curable et qui a de lourds retentissements obstétricaux. Il est de plus en plus rencontré en Europe avec une augmentation du paludisme d'importation. Il faut évidemment avoir une évaluation préopératoire minutieuse et distinguer les trois principaux problèmes, notamment en anesthésie, pour l'anesthésie loco-régionale très utilisée chez la femme enceinte, le sepsis, les troubles de la coagulation et le neuropaludisme. Et un petit point à connaître, les médicaments qui sont en général illicites ou déconseillés en anesthésie générale, et la surveillance particulière nécessaire en fonction de la maladie ou de la iatrogénie des traitements. Merci pour votre attention.